Mais donc voilà, moi je suis très heureux d'accueillir Hakan Günday et de pouvoir discuter avec lui. Je sais qu'à la bibliothèque, le dernier roman, Encore, a été, comment dit-on, loué, oui, emprunté. Derrière, on ne vous voit pas. Est-ce que vous pourriez vous mettre un petit peu... Ça, c'est surtout Hakan. Voilà, vous deux. D'accord. Ok, donc là, alors là, il y a, comme ça. Tout le monde va profiter. la caméraman qui flippe. Oui, voilà, je suis désolée. Ça va? Oui. Donc voilà, donc je sais que je retrouve le mot, on dit emprunté évidemment dans les bibliothèques. Le roman a été emprunté, donc je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont eu l'occasion de le lire, auquel cas je serais très heureux de toute façon et dans tous les cas au plus vite de céder la parole au public, parce que je pense que ce qui est intéressant quand on assiste à une rencontre d'auteur, c'est de pouvoir le rencontrer aussi personnellement et de pouvoir lui poser des questions. Alors, si ce n'est pas sur le roman qu'on va découvrir ensemble, c'est aussi finalement sur la Turquie et la culture turque, puisque c'est une rencontre littéraire, enfin qui est un petit peu particulière, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de cette saison culturelle, où l'idée c'est aussi d'aller à la découverte, à la rencontre d'une autre culture. Donc, à Cannes, on va non seulement parler de littérature, mais aussi de la culture turque en général. Mais avant ça, comme moi j'ai vraiment adoré le bouquin, j'ai une tonne de questions à lui poser. Donc vous me pardonnez, mais je vais d'abord avoir l'occasion, moi, de me libérer de toute ma curiosité. Mais d'abord, peut-être te présenter. Je me permets de le tutoyer, je m'aperçois, mais parce qu'on s'est déjà rencontrés et je pense que le plaisir qu'on a eu à discuter ensemble fait qu'on se tutoie. Vous nous pardonnerez, mais enfin en même temps on est à Bruxelles, on se tutoie facilement, donc on va continuer sur le tutoiement plutôt qu'un faux vouvoiement. Donc tu as 39 ans, tu habites à Istanbul, tu écris pour le théâtre, mais tu écris, on te connaît surtout pour tes romans, tu en as déjà écrit 8, 3 ont déjà été traduits en français, ils ont été publiés aux éditions Galahad. Qui fait justement un beau travail d'édition de la littérature orientale et turque. Le premier, d'un extrême à l'autre, a reçu le prix du meilleur roman en 2011 en Turquie. Ziyan a lui reçu en France le prix France-Turquie 2014. Et puis le dernier roman qui va un petit peu plus nous occuper, puisque c'est celui qui est d'actualité, qui s'appelle Encore, est toujours lui en lice pour le Médicis. Voilà, donc je crois que c'est le 4 ou le 5 novembre qu'on saura si... ce titre prestigieux. Voilà. Alors, on a beaucoup de chance, c'est que tu parles français, et non seulement tu parles français, mais tu connais, tu es un habitué des lieux, si pas de celui-ci, en tout cas de Bruxelles, puisque tu as vécu à Bruxelles pendant ton enfance, plusieurs années. Ton père était diplomate, et tu y es même revenu pour tenter l'expérience universitaire à l'ULB. Donc voilà, tu es un familier de Bruxelles, qui a beaucoup changé, tu me disais. Tout à fait. C'est une ville qui a beaucoup changé depuis que tu y as habité. Alors, on va revenir ensuite peut-être sur tes influences littéraires, et notamment sur Céline, qui est un auteur très important pour toi. Mais avant ça, on va peut-être pénétrer dans ce roman, Encore, qui est la vie d'un jeune enfant, Gaza, qui, par la force des choses, par la force surtout de son père, très jeune, en toute normalité finalement, puisque son père lui impose cette activité, devient passeur de migrants. Donc il fait partie de ce système, finalement, de cette grande organisation. Et le rôle de son père, et finalement son rôle, ça va être de parquer les groupes de migrants qui arrivent alors d'Afghanistan, d'Iran, d'Afrique aussi, de les parquer un temps au bord de la mer pour ensuite les faire embarquer dans un bateau. Donc ils sont un rouage de cette grande machine. Et pour lui, c'est ce que je disais, finalement, pour lui, c'est la seule vie qu'il connaît, donc elle lui semble assez normale. Et même les conséquences des actes lourds qu'il va être amené à poser
somme toute, paraissent normaux, y compris lorsque par une distraction quand même un peu coupable, il devient un meurtrier, très très jeune, y compris quand lui-même en arrive à adopter une forme de perversion, finalement, qui là aussi lui semble normale, d'analyser les groupes de migrants qui viennent. Il développe toute une pensée politique. C'est comme un enfant qui jouerait finalement avec des fourmis ou avec des mammifères pour comprendre la vie, pour comprendre le monde. Jusqu'à une scène, alors quand je dis dantesque, c'est parce que cette scène est tellement forte, elle est au cœur du roman, elle est tellement impressionnante, et j'arrêterai finalement le résumé, le synopsis du bouquin là. C'est une scène dantesque parce que je pense qu'elle peut s'inscrire dans la grande littérature où se révèle aussi ton imagination, où l'enfant, le jeune adolescent en tout cas, se retrouve littéralement coincé sous un rocher, comme dans un fœtus finalement fait de chair. Alors là, c'est là où je vous invite, à ceux qui n'ont pas encore lu le bouquin, de vous précipiter dessus, parce que comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un enfant qui est comme dans un fœtus de chair morte? Ça, c'est tout le talent d'Akan et toute ton imagination qui fait qu'on peut en arriver là. C'est un petit peu le tournant du bouquin. Après, on va continuer sur ce parcours horrifique, il n'y a pas d'autre mot. Mais là, on va laisser peut-être les lecteurs le découvrir. Je trouve ça toujours un peu pénible de dévoiler la fin du bouquin. Et j'ai envie de poser directement, plutôt qu'une question générale, d'aller directement dans une question très précise, parce qu'avec le court résumé que je viens de vous en faire, vous vous doutez bien que c'est un livre très, très politique, mais au sens fort du mot. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui témoigne peut-être d'un engagement politique, mais qui met la politique au centre de son histoire, et en même temps qui se base sur la relation père-fils. Et qui directement met en scène, puisque le père lui annonce que pour que lui soit vivant, le père a dû tuer. Et je voulais savoir si cette survie, finalement, pour toi, est de toute façon au cœur de la politique. Et si si le geste d'utiliser la relation père-fils pour parler essentiellement, mais au sens, je sais qu'on utilise souvent le mot essentiel ou essentiellement de nos jours un peu n'importe comment, là, si la violence et cette relation père-fils qui la met en jeu était la base essentielle de la politique. Je crois que c'est le cas. Et juste pour mettre entre parenthèses, le français, je l'ai appris, c'est vrai, ici. Et j'essaye de le garder. Mais vous savez, ça part, une langue étrangère. Ça vous trahit. Chaque matin que vous vous réveillez, vous constatez qu'il y a au moins 50 mots qui sont partis. Donc, ce que je vais vous dire va être à peu près 50% de ce que je pense. D'accord? Pour qu'on soit bien d'accord. Alors, le roman commence, c'est vrai, avec la déclaration de ce père, donc de cette autorité, qui dit « Moi, j'ai survécu après un naufrage parce que j'ai pris le gilet de sauvetage de quelqu'un d'autre, et c'est moi qui a pu survivre, et maintenant, toi, à ton tour, tu vas survivre. » Et le gamin, il a 9 ans quand il écoute cette histoire-là. Et la première leçon de l'autorité, donc la première loi dans ce pays imaginaire dans lequel il vit, c'est que ici, il n'y a pas de morale. S'il est question de survivre, on ne parle plus de morale. Et la survie symbolise la continuité de l'autorité, la continuité de la soumission, la continuité de cette relation entre l'autorité et cet enfant qui est en fait une sorte de petit peuple qui est soumis à ce dictateur, qui est le père. Et lui, donc, de cette première loi qu'il apprend, il se dit, c'est bien, survivons, mais s'il vous plaît, ne racontons pas comment on a survécu, parce que ça, c'est insupportable d'écouter ça.
Et tout de suite vient, comme tu as dit, la violence, comme une sorte d'outil, de moyen de communication. Alors la violence a plusieurs degrés, bien sûr, et à plusieurs facettes. Vous pouvez vivre dans un environnement où même mentir serait la violence. Mais vous pouvez vivre dans un environnement où il vous serait possible de juste oublier d'allumer la ventilation d'un camion parce que vous n'êtes qu'un enfant et d'être la cause de la mort d'un migrant qui était là, coincé dans ce camion. Ce qu'arrive à Gaza, à ce jeune enfant, dès le début de l'histoire, et il se rend compte très rapidement que le travail qu'il va faire, ce n'est pas un travail où on est son père et la pire des choses qui peut nous arriver, c'est de casser une machine ou bien de faire tomber une caisse de tomates. Non, si vous faites une erreur, il y a un être humain qui disparaît. Et la violence, dans ce cas-là, c'est encore pire, c'est que ce problème est réglé en payant l'équivalent de cet être humain au réseau. Alors, la violence, elle est là, mais ce qui est sinistre avec la violence existante dans ces circonstances, c'est qu'elle est dans l'habitude et qu'elle est devenue invisible. On ne la voit pas, elle est normale, on est habitué. Et on n'est pas choqué devant une mort de ce genre. On se demande juste combien il faut payer pour que la vie continue. Alors quand l'enfant se rend compte de ça, il se dit, d'accord, cette vie m'a donné le rôle du monstre. Voilà. Et j'allais dire que tu avais le sens de la formule, mais je pense que tu as le sens de la structure aussi. Et c'est ça qui est assez magique dans ce bouquin, où on est porté par l'écriture romanesque. C'est que tu as aussi le sens, comme je disais, de la formule. Je vais juste en retenir une parmi tant d'autres, et qui rejoint, et qui est en plein dedans, parce que c'est vrai que je le présente comme un livre politique, je pense que ça l'est vraiment, et pourtant c'est du roman. Nous étions vraiment en démocratie. Le leader croyait diriger en mentant, le peuple était persuadé que toutes les lois qu'il avait conçues servaient à son bien-être, et le speaker de la radio, qui était le seul média du pays, voyait tout, mais faisait semblant d'être complètement fou. Alors on va y revenir après quand on parlera de la Turquie, parce que même si ce constat semble évidemment pour nous un petit peu à distance, sans doute qu'on parle plus de la Turquie, mais finalement est-ce que c'est pas aussi vrai, aussi tellement vrai pour chez nous. Mais je le disais, un sens de la formule, un sens du rythme, parce qu'on est vraiment dans un roman et pas dans une analyse politique, une imagination débordante. Quand je dis sens du rythme, c'est dans l'écriture quasi scénaristique. Alors on n'est pas dans la formule d'écrivain, mais plutôt un vrai talent de conteur. Et l'imagination, alors là, je pense que tous les gens qui ont lu encore seront d'accord avec moi, c'est assez stupéfiant. Alors j'en veux pour preuve peut-être deux scènes. Alors une première qui est tu réinventes la dernière scène en l'occurrence, hein, mais celle avec le Christ. Alors on connaît le Christ, l'anthropophagisme un petit peu de la chrétienté, mais là carrément, la dernière scène, n'y allons pas par quatre chemins, c'est les apôtres qui bouffent le Christ, quoi. Hein, et elle est mise en scène, mais avec un tel talent que je vous assure qu'on a l'impression que ce récit fait effectivement partie d'une tradition. Alors je voulais vraiment te demander où est-ce que tu as été chercher celle-là. Parce qu'on a l'impression non pas de lire ce qui est sorti de l'imagination de quelqu'un, mais plutôt quelque chose de très sérieux. D'ailleurs, tu le présentes de manière très sérieuse. Si en fait on vient à ta première question à propos de la politique et la qualité politique d'un texte, j'ai commencé à écrire il y a 15 ans. Parce que c'est une dame
à l'université d'Ankara qui m'a demandé depuis combien d'années tu es ici. Je lui ai répondu 5 ans. Tu es en quelle année? 2. Écoute, techniquement, c'est impossible que tu aies le diplôme. Et donc, ce jour-là, je suis illuminé, j'étais illuminé concernant ma vie, et je me suis dit, je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec la vie, et je vais commencer à écrire. Et je n'avais écrit rien du tout jusqu'à ce jour-là. Et donc, tous les jours, j'ai commencé à écrire, à raconter une histoire. C'était très mécanique, et je cherchais quelque chose à faire dans la vie, en fait. Mais c'est en écrivant que j'ai compris ce que voulait dire écrire et quels effets ça faisait sur moi. Premièrement, il m'était impossible de répéter la même phrase en écrivant, parce que c'était une punition qu'on donne aux enfants. Alors que vous pouvez dire la même phrase en oral pendant des années, et vous allez toujours avoir des amis qui vont dire « c'est très bien, tu ne changes pas ». Dans l'écriture, vous êtes obligé d'avancer dans la pensée. Vous êtes obligé de formuler des nouvelles phrases. Et vous arrivez à un moment, soit au 10e paragraphe, soit à la 10e page, à un moment où vous dites « est-ce que c'est moi qui ai écrit ça ?» Ce moment est un moment où vous faites la connaissance avec une partie de vous-même, que vous ne saviez même pas que ça existait. Et pour revivre ce moment, vous continuez à écrire. Parce que si vous arrivez à connaître un peu vous-même, donc s'il est possible pour vous de faire un pas vers le miroir, il vous serait possible de faire un pas vers l'humanité. Parce que nous sommes tous à peu près les milliards de variations du même être. On vit juste dans des conditions différentes, c'est tout. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, dorénavant, je vais écrire que donc, ce qui me dérange, ce qui me fait peur, ce que je ne comprends pas. Je vais essayer de comprendre par l'aide de l'écriture, parce que c'est la meilleure façon de penser. Et après avoir vu ça, mon seul but, c'était toujours de raconter une histoire. Et l'histoire, la raconter de la plus complète possible, de la façon la plus complète possible. Et dans cette histoire, ma question primordiale, c'était la forme de la relation, la nature de la relation entre l'individu et le groupe. Aussi simple que ça. L'individu est la société, l'individu est la masse. Donc, dans ce roman, dans cette histoire, tu as toutes les formes possibles de cette relation. Tu as la dictature, le lynchage, tu as la soumission à la masse, tu as la perte d'identité étant un individu parce que tu es entouré par une société qui te donne, qui te colle une identité dès ta naissance et que ta vie passe à décoller ces identités. Donc, il était inévitable qu'on arrive à ces pages où on parle de la dictature et de la démocratie aussi, parce qu'on parle de la relation entre l'individu et le groupe. Voilà. Tu dis d'ailleurs, les migrants, c'est la relation entre l'individu et la masse. Oui, c'est parce que c'est une des formes. Parce que, à mon avis, je ne sais pas ce que tu vas penser de ça, si vous êtes obligé de partir de chez vous, si vous n'avez pas fait le choix de partir, à cause d'une raison quelconque, mais qui vous oblige à tout prix de partir, si vous êtes prêt à donner votre vie juste pour recommencer une nouvelle vie, alors ça veut dire que vous n'êtes plus vous-même. Vous perdez tous vos connaissances antérieures, qui sont quoi? Votre profession, votre sens de morale, de logique. Vous n'êtes plus médecin, vous n'êtes plus professeur de mathématiques, vous êtes quelqu'un qui veut se sauver. Ça, c'est une autre identité. Et vous, étant, disons, un professeur ou bien quelqu'un qui sait le monde, eh bien, vous et vos 50 amis
vous êtes prêt à obéir à un inconnu que vous venez juste de connaître, vous ne connaissez même pas son nom. Vous êtes prêt à soumettre votre volonté, à soumettre votre liberté d'être à quelqu'un d'autre, à un inconnu, juste parce que c'est le seul, dans ce moment, qui sait ce qui va se passer une minute après. C'est la personne qu'on appelle le passeur. Vous pouvez beau être un groupe d'intellectuels, si vous essayez de vous sauver, de fuir, et si vous laissez la parole, si vous mettez à la merci d'un inconnu, vous cédez toute l'autorité à cette personne, parce que c'est la personne qui devient un dieu dans votre monde, là, éphémère peut-être, mais qui va vous laisser des traumas pendant toute votre vie, parce que c'est le seul qui sait ce qui va se passer. C'est le seul qui va dire si le voyage continue ou pas. Et il peut avoir 9 ans, des fois, comme dans ce roman. Et ça, c'est encore plus, bien sûr, pénible pour ce groupe. Et finalement, pour prolonger cette réflexion-là, le jeune Gaza en arrive dans cette scène incroyable à être prisonnier littéralement d'un tas de chair humaine, d'un tas de migrants qui sont morts. Alors comment on en est arrivé là? Ça, on va laisser au lecteur à découvrir. Comment il va s'en sortir? On va aussi laisser ça à la découverte. Mais je voulais te proposer de lire simplement un extrait pour que ceux qui ne connaissent pas encore ta langue, ton écriture, la découvrent. Et on est en plein dans cette scène-là. On est au milieu de cette scène-là. Tout mon être s'était assoupi. Mes jambes, mes bras, tous mes muscles, et même ma langue et mes lèvres. La montre indiquait à nouveau 3h15, et cela faisait exactement 12 heures que j'étais là. J'étais sûr que la chose qui pesait sur mon épaule gauche était une tête. Quelques heures plus tôt, en m'efforçant de repousser un corps, j'avais posé la main sur des côtes. Peut-être que ceci était en fait un thorax, je ne savais pas. Sur mon épaule droite, il y avait probablement une mâchoire d'enserrée, ou du moins, je l'imaginais. Tout de suite après, il y avait le visage dans la bouche duquel j'avais, dans le noir, glissé mes doigts. J'ignorais totalement où se trouvait le reste du visage, car je n'arrivais pas à me rappeler le tableau que j'avais entrevu à la lumière de mon briquet. En fait, si je n'avais pas eu ma montre, je ne me serais pas souvenu de grand chose. Tout se mélangeait. Pour commencer, il me semblait qu'il y avait des années que l'accident s'était produit. En même temps, j'avais l'impression que l'instant où j'avais bu l'eau de pluie était tout récent. J'avais très peur d'être en train de devenir fou. Il ne suffisait pas que je sois sauvé, il fallait aussi que j'échappe à la démence. J'avais tellement peur de rester fou toute ma vie que je priais de me protéger de la folie, toutes les forces divines dont je connaissais le nom et que j'avais blasphémé quelques heures plus tôt. Je ne souhaitais qu'une chose, mourir avant d'avoir perdu la raison. Alors, je ne vais pas te poser une question qui rebondirait directement, qui serait trop cliché, de savoir si écrire c'est pour ne pas perdre la raison, mais plutôt, est-ce que écrire, c'est pas justement pour la trouver? C'est pour trouver la raison, à mon avis. La communication entre un œuvre et l'individu, c'est une relation assez magique. C'est une relation assez magique qui est à peu près introuvable entre deux êtres humains, à cause de tous les préjugés que nous avons et dont on ne sait même pas l'existence. Donc, entre deux personnes, le dialogue qui se crée est déjà handicapé de nature, mais avec un œuvre d'art. Ça peut être un tableau, ça peut être une pièce de théâtre, de la musique. La relation que vous créez avec ça, eh bien, c'est une relation innocente, qui n'a pas été salie par les préjugés, disons. L'écriture est faite dans une solitude.
et elle est consommée dans une solitude. C'est dans votre tête que ça résonne et que ça prend un sens. D'où, de ces deux solitudes, sort une communication excellente. Et on peut utiliser ça, même, à mon avis, même ça nous prouve que en écrivant, il serait peut-être possible de trouver la raison. Parce qu'il vous est possible de réfléchir le plus possible sur un sujet, sans déranger personne, et sans faire du mal. Parce que vous avez vos mots, et vous avez les phrases. Et à travers ces mots-là, et tout ce que vous voulez, c'est de vous réveiller vous-même d'abord. Parce que nous avons tous tendance à nous endormir et à devenir des idiots. C'est un muscle qu'il faut travailler. Les paupières, ça ne reste pas ouvert tout seul. Il faut travailler. Et pour travailler ces muscles-là, pour arrêter les deux murs qui sortent de nos oreilles et qui s'enferment au fil des années, et qui un beau jour nous fait dire « j'arrive plus à lire les poèmes, je lis la biographie de Napoléon et de Genghis Khan ». Et pour arrêter ces murs-là, eh bien, on met les livres qu'on lit. Parce que c'est ça qui nous aide à rester éveillés. Et je crois que pour trouver la raison, il faut d'abord être éveillé. Il faut d'abord déjà avoir les yeux ouverts. Parce que si vous commencez à dormir, c'est pas un choix. Souvent, c'est parce qu'on vous fait dormir. Et si vous n'avez pas choisi un sommeil, donc les rêves que vous faites ne seront jamais les vôtres. Vous allez toujours voir les rêves des autres. Des personnes qui vous ont fait dormir. Il y a deux sortes d'informations, mon avis. Une information qui vient jusqu'à tes pieds, comme la brochure qu'on laisse dans la boîte à lettres, qui sûrement essaie de te vendre quelque chose, soit un fer à repasser, soit une idéologie. Et il y a une autre forme d'information, c'est l'information après laquelle tu cours pour l'obtenir. Écrire est dans cette information-là. Tu cours après pour l'avoir. Et si tu as besoin de faire confiance à quelque chose, je crois que faire confiance à l'écriture est toujours mieux. Parce que la chose qu'on essaie de te vendre, ce n'est jamais le prix exact qu'on indique en bas. On ne sait jamais ce qu'on va perdre quand on achète l'info qui nous arrive jusqu'à nos pieds à travers tous les médias possibles. Est-ce qu'on va juste payer de l'argent ou bien est-ce que c'est notre âme qui va partir en échange? Donc l'écriture, c'est vrai, c'est une des grandes autoroutes par lesquelles il faut passer pour trouver la raison, à mon avis. Ouais. Et pour rebondir, et sans vouloir faire un rapprochement qui soit d'un trop mauvais goût, un peu de mauvais goût ça fait toujours du bien, mais trop pas, mais c'est vrai que cette information qui nous vient, on ne peut pas s'empêcher quand on suit le Gaza, Ouais. de le voir aussi comme un pendant de ce petit garçon dont on connaît tous le prénom maintenant, qui est Ouais. le petit Aylan. Oui. Est-ce que chez toi aussi, il y a parce que il y a deux choses, on sent peut-être aussi cet effet presque cathartique face à une culpabilité Oui. aussi, la culpabilité de savoir aussi. Mais ça va plus loin et c'est plus surprenant. Le thème de la rédemption est quand même assez présent. Et je dis que c'est plus surprenant parce que c'est vrai que la rédemption de nos jours, on laisse ça un peu aux nouveaux chrétiens ou à des gens comme ça, alors que là, c'est très prégnant. J'ai retrouvé une phrase d'un extrême à l'autre. Mes deux héros ont avancé après avoir nagé dans la souffrance. Une victime qui refait surface et qui se pardonne à elle-même et qui devient une autre personne. Donc c'est assez présent. Ça revient avec ce que tu disais Oui. sur les migrants qui deviennent une autre personne. Est-ce que
tu le ressens aussi comme ça, comme une forme de catharsis, une voie vers ta propre rédemption? Je crois que d'abord, concernant la sensation de culpabilité, c'est ce que ressent par exemple Gaza après un certain temps, quand il constate que donc, la vie lui a donné ce rôle du monstre. Toute sa vie passe à essayer de se nettoyer de cette étiquette. Et donc c'est le moment où il prend la décision d'agir autrement. Parce qu'il y a toujours cette question qui revient, la question du bien et du mal, qui revient tout le temps dans le roman. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'accepter ces deux notions comme deux drapeaux, autour desquels les gens se rassemblent et commencent à mesurer le bien et le mal avec la loyauté à ces drapeaux. Alors que dans le roman, on voit à travers l'histoire que la question du bien et du mal, c'est une question de moment, du moment précis. Et ça revient et revient avec chaque décision que tu fais, que tu prends, et avec chaque choix que tu fais. Tu choisis toutes les secondes dans ta vie entre le bien et le mal. Donc c'est une responsabilité. Donc la conséquence est des fois culpabilité. Et je disais que c'était une sorte de muscle de rester éveillé. L'inégalité dans ce monde n'est pas une question d'hier. L'inégalité économique. La pauvreté, ce n'est pas une question de la semaine passée. La photo de cet enfant est récente, mais il était sur ce sable depuis des années, Laurent. Il était là. Mais des fois, il faut que la réalité casse l'écran de la télé pour arriver jusqu'à chez toi, pour qu'elle soit visible de ta fenêtre, pour que tu te réveilles. Mais quand il est question d'humanité, à mon avis, c'est jamais trop tard. Donc, des fois, il te serait possible de te réveiller des années auparavant. Des fois, quand la réalité casse ta porte et entre comme ça, avec un coup de pied, et te dit « je suis là ». Et d'où tous ces livres, à mon avis, tous les livres que tu as, ils sont là pour ça, en fait. Pour réaliser ce réveil le plus tôt possible. Ils sont tous prêts à impressionner et à inspirer et à hurler à tes oreilles pour que tu te rends compte un peu que le journal n'est pas fait que des pages de sport. Donc, moi aussi, bien sûr, je le sentais. Parce que sous mes yeux passent des articles de 4 lignes. En 2010, avant les Syriens, c'était les Afghans. Avant, c'était les Irakiens. Il y avait toujours des gens qui étaient obligés de partir d'un point A à un point B au prix de leur vie. Ça a toujours été. Et jusqu'à ce qu'il y ait plus d'inégalité, ce serait toujours le cas. C'est une réalité existante. Et le monde n'est pas aussi grand. La Terre, elle n'est pas aussi large. Pour t'échapper à ce problème-là, il te faut trouver une autre planète. Fermer tes frontières ou bien tes portes, ça ne suffit pas. Donc, sous mes yeux passaient ces articles dans lesquels tu n'avais que des chiffres, des gens noyés dans des bateaux à la mer Égée, mais ce n'était que des chiffres. Et leur seule identité, la seule raison qu'ils étaient dans le journal, c'est qu'ils étaient morts. Pas de nom, pas de nationalité, rien, on ne connaît pas. 50 personnes sont mortes. Pourquoi? Comment? Qui? Alors il fallait que
que j'arrive à trouver leur nom. En fait, toute cette histoire, c'est essayer de donner, de mettre des prénoms, des noms à ces gens. Alors la question. Et tout le reste, donc en fait, tous les rapports psychologiques et les mises en scène que tu vois là dans ce roman, eh bien, ce n'est que la suite de la première phrase qui commence comme si mon père n'était pas un assassin, je ne serais pas né. Donc là, quand tu as cette première phrase et que tu es obligé de continuer dans l'histoire, et que si tu regardes assez le miroir, tu as une idée à propos de l'autorité, tu as une idée à propos d'être obligé d'être soumis à un inconnu pour sauver ta vie, parce que tu les as dans d'autres formes, soit entendus, soit lus pendant des années. On parlait des camps de concentration. On peut parler dans d'autres conditions dans lesquelles des êtres humains se sont trouvés forcés à obéir à des conditions pénibles, atroces. Et on sait bien qu'une fois confrontés à la violence, nos réflexes, nos réactions sont à peu près pareils, parce qu'après tout, il nous est possible juste de prendre 3 positions devant la violence. Soit on la donne, la violence, soit on la reçoit, la violence, soit on fait partie de la majorité du monde et on reste silencieux devant la violence. Donc, quand tu as ce formule-là, le reste, ce n'est que du décor. Parce qu'en tout, en toi, tu as tout. Tu as le passeur chez toi, le migrant. Tu as le résident du pays qui va recevoir ces migrants et qui va dire « Mais d'où ils sortent ces gens ?» Tu as été tout pendant ta vie. L'important, c'est de regarder la glace assez longtemps. Parce que, comme je disais, on est tous des variations du même être. Et dans ce roman, tu as ce phénomène. Dans un seul être, tu arrives à voir tout. Il devient migrant, passeur, résident qui refuse les migrants. Parce que c'est la vie. Et c'est un choix que tu fais à chaque moment. Donc, la seule enquête que je fais, c'était surtout avec la glace. Le reste, ce n'est que du décor. Je retrouvais une autre manière de dire, alors c'est toi qui le disais aussi, je te rassure, la même chose, et peut-être pour en arriver à l'une de tes influences principales, qui est Céline, tu disais, tu procèdes finalement avec le contraire de la structure intellectuelle, avec l'instinct. Oui, ça fait aussi penser à Céline. Oui, je crois que ça vient aussi du fait que j'ai toujours voulu être musicien de punk. La littérature, tout ça, ça m'intéressait pas du tout, Laurent. Tout ce que je voulais, c'était de jouer des chansons avec 3 accords et de gueuler. Donc, malgré que j'ai beaucoup travaillé à jouer de la guitare, je n'ai même pas arrivé à les 3 accords. Donc, ça n'a pas marché, donc il a fallu que j'écrive. Et j'ai toujours vu, en fait, l'écriture comme une sorte d'art de rue. Alors, c'est quoi l'art de rue? C'est rapide. Il faut que ça guette la police, si ça vient ou pas. Et tu le fais malgré les gens qui passent devant toi parce qu'ils font du bruit. Et tu le fais aussi pour ces gens-là. Et je préfère l'art de rue quand il est fait dans un lieu spécial. Je l'aime pas quand c'est fait dans un lieu calme, dans un arrêt de métro où tu as déjà la place de la personne qui va jouer la harpe. Non. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre la guitare et d'aller à côté d'un bulldozer qui est en train de faire un trottoir et d'essayer de sortir plus de bruit que ce bulldozer avec une voix nue. Donc, dans l'écriture que j'essaie de faire, que je sais faire, parce que je n'arrive pas à écrire autrement, c'est de retenir mon souffle et de le relâcher quand le livre est fini.
s'il y a quelque chose de bon dans le roman, c'est grâce à ça. S'il y a quelque chose de ignoble, une erreur incroyable, c'est à cause de ça. Et cette manière d'écrire, en fait, c'est la seule manière que je sais. Je n'arrive pas à travailler autrement. Donc, l'instinct est, disons, le responsable de tout ce qui est bon et de mauvais dans ce roman. Parce que dans tout ce que j'ai écrit, il y a plein d'erreurs. Plein d'erreurs. En fait, on parlait avec toi d'ailleurs. Et pour oublier les anciennes erreurs, en fait, tu fais des nouvelles erreurs. Parce que tu sais très bien que tu n'arriveras jamais à écrire le roman que tu veux. C'est impossible. Alors, tu essaies. C'est comme faire du surf avec des vagues qui viennent. Mais tu es loin de la plage, donc personne ne te voit. C'est pas important si quelqu'un te voit ou pas. Tout ce que tu veux, c'est de faire le meilleur mouvement avec ton board. Voilà. Avec tes vagues. Donc, Céline m'a beaucoup influencé. Et Oğuz Atay, qui est un romancier turc. Alors, je suis content que tu le prononces parce que c'est ce que je voulais justement pour entrer en Turquie, je voulais que tu nous en parles parce que je ne savais pas comment le prononcer. Oğuz Atay. Et que tu compares à James Joyce. James Alors là, moi, Joyce. j'étais curieux. Donc. Voilà, c'est un romancier qui nous a montré ce qui était possible de faire en turc. Et il est l'auteur des romans, de 2 romans psychologiques et de 2 bâtiments, je dirais, construits de labyrinthes. C'est comme les dessins d'Escher, c'est comme les illustrations d'Escher. À mon avis, c'est vraiment un génie. Il fait des peintures et il m'a beaucoup impressionné parce que il expliquait le fonctionnement du cerveau et des pensées. Et normalement, ça doit être un livre très ennuyant, mais il les raconte tellement bien qu'il raconte une histoire très psychologique comme si c'était une course de Formule 1. C'est tellement bien. Parce que j'ai ce sentiment-là que là aussi, il y a un instinct. Je crois que ça vient de là. Mais il ne faut pas oublier que l'instinct dans cette affaire-là n'est pas du tout suffisant. L'action d'écrire que j'avais commencé tout à fait mécaniquement, quand j'ai compris tous ces effets sur moi, est devenue une question de vie ou de mort, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, juste pour écrire une carte postale de bon anniversaire, bah, je passe une demi-heure pour écrire. Mais qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Parce que j'ai compris l'importance des mots. Maintenant, par exemple, mon livre préféré en turc, c'est le dictionnaire turc. C'est là-dedans qu'il y a toutes les histoires. Az d'ailleurs est le titre original de D'un extrême l'autre. C'est un mot turc qui veut dire peu, composé de 2 lettres, A et Z, la première et la dernière lettre de l'alphabet. Juste en regardant ce mot, j'ai imaginé un roman. Je me suis dit, je vais raconter l'histoire de ces 2 lettres qui ont pu se réunir après avoir franchi tout l'alphabet qu'il y a entre eux pour se mettre ensemble, pour avoir une définition ensemble, un sens et une mélodie ensemble. Donc c'est l'histoire d'un petit gamin et d'une petite fille qui, après plusieurs obstacles, se réunissent. Donc ce sont mes principales sources d'inspiration, les mots. Et une fois que tu comprends ça, tu te dis aussi que c'était un fou de style, de travail, Oğuz Atay, sûrement. Parce que, tu peux peut-être nous dire, donc Atay, ça s'écrit A-T-A-Y. Voilà. Tu peux peut-être malheureusement, situer, bon, donc il donne ses livres dans les années 70, 70, et il est reçu avec un silence absolu dans le monde culture
le monde du culture en Turquie, parce que ces textes n'étaient pas politiques. Parce qu'il fallait sauver le monde et le pays avec chaque phrase, avec chaque verbe qu'on conjugue sur du papier. Ben alors que là, vous aviez des romans psychologiques. Alors, il était complètement, disons, invisible pour ce monde-là. Et alors que, après 20 ans, on a compris combien politiques étaient ces textes psychologiques et combien ils racontaient bien la sociologie et la politique de la Turquie de ces années-là. Et malheureusement, ces romans ne sont pas traduits en turc parce que c'est très dur de le faire. Mais j'espère qu'un jour il serait possible. Si on a arrivé à traduire en turc Voyage au bout de la nuit, je crois que ça se pourrait faire aussi pour Oğuz Atay. Mais il y a un recueil de nouvelles où vous pouvez trouver ces nouvelles qui s'appelle En guettant la peur. En guettant la peur. Excellente petite nouvelle qui donne très bien l'idée de la force de Oğuz Atay. Donc, si on revient à ce truc d'instinct et de travail, il faut être prêt à écrire 99 phrases complètement mauvaises juste pour écrire une bonne phrase. C'est tout. Et recommencer après pour aller à l'autre 100e phrase. Donc c'est un travail qui, pour moi, s'élabore ainsi. J'aurais pas écrit autrement. Alors, puisqu'on a parlé d'un autre auteur turc, je pense qu'on va profiter de ta présence aussi, peut-être pour parler aussi de littérature turque en général, et peut-être te poser une question toute simple, à savoir s'il existe actuellement en Turquie des mouvements littéraires forts, si on peut distinguer des écoles littéraires, ou si on a plutôt affaire à une multitude de voix. Je crois que des mouvements qu'on avait dans les années 70 surtout, et dans les années 80, ont submergé toutes ces multitudes. Parce que la littérature a cassé toute l'uniformité et maintenant tu as un jaillissement, une expansion de textes complètement différents l'une de l'autre. Tu as une divergence incroyable, des textes très personnels et originaux, venant et parlant des identités totalement différentes. Et ça, c'est ce qu'on attend de la littérature, cette multitude. Parce que la seule chose, une des seules choses que tu n'arrives pas à faire dans ce monde, dans cette vie, c'est vraiment d'être dans la tête de l'autre et de voir le monde à travers ses yeux. Ça, tu n'arrives pas. Donc, tu as besoin que lui, il écrit son histoire pour que tu le comprennes et pour que tu saches comment on arrive à voir de ses yeux le monde. Et aujourd'hui, nous avons ça. Et ça, c'est très inspirant. J'ai des amis, des romanciers, ceux qui écrivent des nouvelles, des poètes, qui m'impressionnent et m'inspirent beaucoup. Et parce que ce métier-là, c'est d'abord le métier d'être inspiré. Je suis quelqu'un qui s'inspire professionnellement. Même si un jour je n'écris plus, je serai toujours quelqu'un qui va s'inspirer professionnellement. Je suis d'abord celui qui s'inspire. Parce que ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, il est possible, avec ce qui se passe en Turquie. Et comment ça s'est réalisé ainsi? Parce que nous sommes un pays énorme de paradoxes. Quand tu as tellement de paradoxes, quand tu as tellement de différentes lois physiques suivant chaque différent kilomètre carré, eh bien, tu as
une littérature énorme, nourrie de conflits et qui parle des autres possibilités d'existence. D'où la littérature turque, je trouve qu'elle est très riche et qu'elle va encore plus s'enrichir. Tu as une très très jolie formule, tu dis que la Turquie est comme le jazz moderne. Tu ne connais pas la note qui va suivre et donc tu continues toujours à écouter. Oui. Alors, Si tu es turc, tu es obligé d'écouter. Oui. Ça, c'est le problème. mais peut-être que, et j'en suis certain, les gens qui liront encore Ouais. ont envie de lire aussi d'autres auteurs turcs. Alors, ce serait quoi la note ou l'auteur, le livre que toi tu aurais envie de passer ce soir? Il y en a tellement, mais surtout, il y a le problème de, je ne sais pas s'ils sont traduits ou pas. Oui, Donc, mais on pourra peut-être avoir la révélation. Mais il serait possible, ça je pourrais dire, il serait possible de suivre la maison d'édition Galad. Ouais. Parce qu'ils travaillent dans leur catalogue, ils travaillent avec beaucoup d'auteurs contemporains turcs. Ils font beaucoup de traductions de la littérature contemporaine, dont il y a Murat Uyurkulak, par exemple. Qu'on va épeler, Voilà. parce que Oui, c'est vrai que voilà. on a... Alors, oui, ça va durer un peu. Alors, commençons par U, Y, U, R, K. On respire. U, L, A, K. Uyurkulak. Ou bien Murat. Ou bien vous ouvrez Galad et vous écrivez Murat. M-U-R-A-T. Mais je ne sais pas si il y en a d'autres. Mais vous pouvez suivre le catalogue de Galad. Moi, ça, je sais. Parce que là, vraiment, vous avez de la littérature contemporaine. Et j'espère qu'il va y avoir beaucoup plus de textes qui vont être traduits. Et dans la maison d'édition Galad, il y a aussi une anthologie de la littérature turque qui peut vous donner directement une idée concernant les différents auteurs. C'est vraiment une anthologie de la littérature contemporaine. Voilà. Laurent, Oui. derrière toi, il y a une bibliographie qui a été faite pour Europa. Dans celui-ci? Un long machin. Donc voilà. Voilà, ben on le trouvera après. Et peut-être pour arriver à un point qui est justement, qui mêle à la fois la culture et la politique de nouveau. Ben, on entend de plus en plus parler de censure, en tout cas dans les médias en Turquie. Est-ce que c'est un phénomène aussi que tu perçois aussi dans l'édition romanesque? La censure marche comme un enfant de 5 ans. Ça va vers où il y a le plus de bruit, vers où il y a plus de lumière. Et aujourd'hui, ce qui sort le plus de bruit et de lumière, c'est la média. Aujourd'hui, un Twitter de 140 caractères a beaucoup plus d'influence qu'un roman de 400 pages, qui est lu, disons, à 10 000 exemplaires. Un Twitter est lu à des millions, par des millions. Donc, ça va beaucoup plus sur les médias. Dans le temps, c'était les poètes. C'était Nazım Hikmet. Après, c'était les romans. Maintenant, c'est la média. Je ne sais pas si un jour les romans vont encore subir cela, mais je ne pense pas parce que le nombre de lectorats n'augmentera jamais encore. Tu vois, parce que c'était dans le temps. Jamais personne ne va lire encore plus de romans, quoi. Donc, c'est une question de statistiques. La censure marche avec des statistiques, c'est tout bête. Ça censure là où il y a le plus d'influence. Si un jour tout le monde arrête de jouer PlayStation et commence à lire des romans, eh bien ça va être des romans. Voilà. Peut-être une dernière question plus générale encore sur la politique en Turquie. Et puis là, j'inviterai le public à poser ses questions sur tes livres ou sur la situation plus générale en Turquie. Mais j'ai trouvé une autre de tes citations où tu dis que pour moi, l'homme est un loup-garou qui se menotte en attendant que la lune passe car il sait qu'il peut le devenir très méchant. Oui.
J'avais envie de te demander, tout simplement, si certains n'ont peut-être pas oublié de se passer les menottes en ce moment en Turquie. Voilà, en fait, je crois que la phrase est en fait résume la situation, mais la phrase est aussi inconditionnelle. C'est un choix de te menotter ou pas. Comme je disais concernant le bien et le mal, que c'est une question de chaque moment. À chaque moment, tu donnes cette décision. Et donc, c'est à toi de te dire, je vais me menotter ou pas. Parce que personne ne t'oblige à le faire. Tu as le radiateur, mais tu as les menottes aussi. Donc, c'est à toi de te menotter ou pas. Aujourd'hui, eh bien, ne pas se menotter est une habitude en Turquie. Est une habitude quotidienne. Et d'où tu as une violence qui se normalise. Parce que tout pays est violent. Parce que l'être humain, au fond de lui, est violent. Mais il y a deux sortes de sociétés. Les sociétés qui ne sont plus habituées à la violence, et d'autres sociétés qui, pour eux, c'est la vie courante. Alors qu'à mon avis, chaque meurtre doit être perçu comme le premier meurtre commis au monde. Si tu ne l'aperçois pas comme ça, c'est une maladie. Mais telle est la situation. Donc, j'en passe de la barre qu'on met si haut, en disant on doit percevoir chaque meurtre comme le premier meurtre. Je sais que c'est plus possible. C'est passé pour nous. C'est impossible d'y revenir parce qu'on est déjà été contaminé par nos propres actions. Mais j'aurais bien aimé que la société en Turquie puisse à refuser cette habitude d'accepter la violence comme un moyen de communication et comme un des notions de la vie courante. Et ça, c'est primordial, à mon avis. Tous les sujets politiques, c'est après. Parce que c'est d'abord l'être humain. Et ce que tu fais avec son corps. Tout est après. Donc, il faut d'abord que l'être humain reprenne sa valeur juste parce que c'est un être humain. Il faut d'abord que cela se réalise. Ce qui est au cœur du roman. L'autre, ça arrivera après. Mais il faut d'abord que l'être humain retrouve sa valeur en Turquie. Voilà. Alors, j'aurais bien encore d'autres questions, mais je préférais vraiment vous céder la parole. J'avoue que la conversation était passionnante, donc je ne sais absolument pas combien de temps s'est écoulé, c'est tant mieux. Voilà. En général, il y a toujours quelqu'un un peu moins timide qui lance la première question, donc n'hésitez pas. Oui, madame? Je me dévoue. En fait, j'ai une question de pure curiosité, parce que je n'ai malheureusement pas lu le livre, mais que veut dire le titre encore? Oui. C'est un titre un peu curieux. Vous avez expliqué le titre d'un autre document traduit. Et ma deuxième question, bon, c'est plus pour l'anecdote, est-ce que vous avez terminé vos études? Ah, eh bien, mes parents ont posé cette question aussi. Et je leur ai dit la même chose. Non. Parce que j'ai commencé à écrire et là, ils ont vraiment eu une crise cardiaque. Là, il y avait vraiment un problème. Alors, le titre « Encore » signifie plein de choses au cours du roman, du plus simple au plus compliqué. C'est d'abord le mot que connaît,
le seul mot turc que connaît les migrants qui arrivent en Turquie. Comme ils savent que tout ce qu'on va leur offrir durant leur voyage va être insuffisant, l'eau, la nourriture, l'air, le seul mot qu'ils apprennent d'abord, c'est encore. Donc, ils veulent encore de l'eau, encore de la nourriture, encore de l'air, encore d'espace. Et ça symbolise, au fil de l'histoire, tout ce qui manque chez ces personnes. Encore de paix, encore de liberté, encore d'amour. Tout ce qui manque pour être un être humain. Et eux, ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont plus cette identité-là, parce qu'ils n'ont aucun nom jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et paraissent dans des journaux. Voilà. Je vous en prie. Oui. Dans les significations, définitions, le mot de nom Gaza. Oui. Gaza veut dire guerre sainte, qui est fait pour protéger et pour propager l'islam. J'ai voulu que cet enfant se nomme Gaza, donc guerre, parce que déjà avec son nom, son prénom, j'ai voulu prévenir le lecteur et moi-même que de cet enfant, tous les jours, va sortir des morts et des blessés. Et c'est ce qui lui arrive en fait. De l'âme de cet enfant sort des blessés et des morts tous les jours. Voilà. Et à la fin, personne ne gagne, comme dans toute guerre. Oui. J'ai commencé votre livre, Mm-hmm. Encore. Hein, c'est par rapport aux passeurs, est-ce que vous avez fait une... Je vous ai répondu par rapport aux chiffres. Par rapport aux passeurs, est-ce que vous avez fait une étude par rapport à ça pour rencontrer des passeurs peut-être Non, je n'ai pas rencontré, mais bien sûr, j'ai fait des lectures sur le système de trafic, différents trafics qui se réalisent, parce que la Turquie, vous pouvez imaginer un peu sa géographie, comment elle est, c'est une sorte de couloir aussi. C'est une couloir par lequel passent beaucoup de choses, des touristes, mais aussi beaucoup d'autres choses qui ne ressemblent pas du tout aux touristes. Et je croyais que j'avais à peu près imaginé toutes les atrocités qu'un passeur, des fois, peut se sentir obligé de faire pour continuer son métier. Mais, après avoir fini le livre, je l'ai écrit, c'est fini, ça a été publié il y a 2 ans, en 2013, c'est sorti, j'ai oublié l'histoire, j'étais en train de faire des nouvelles erreurs dans une nouvelle histoire que j'étais en train d'écrire. Et un jour, j'ai ouvert le journal, et là, il y avait un article qui parlait des fabricants de faux gilets de sauvetage. Ça, j'avais pas pu imaginer. Le petit marchand de fausses gilets de sauvetage, lui, il avait pu imaginer ça. Moi j'avais beaucoup essayé, mais je n'avais pas pu écrire quelque chose d'aussi violent que ça. Parce que lui, il sait qu'il ne va jamais revoir le client. Pour 2 raisons possibles. Soit il va réussir, soit il va mourir. Donc, même si vous faites des enquêtes, même si vous faites des recherches, ce ne serait jamais suffisant en fait. Parce que il y a toujours un moyen pire pour survivre. Parce que le passeur aussi survit comme ça. Et tant que vous ne faites pas disparaître les bases et les conditions de cet événement, ils seront toujours là. Parce qu'un passeur, ce n'est qu'une conséquence d'une politique macroéconomique
provenant de tous les pays possibles du monde, surtout des pays développés. Cet enfant qui vit au bord de la mer Égée, dans un petit village, il a 9 ans, il reste chez lui, il est fixe. C'est le monde qui lui envoie tous ces gens. C'est les conditions de la terre, du monde, qui envoie tous ces gens chez lui. Et lui, il voit le monde passer à travers sa petite maison. Et il se dit, mais pourquoi? Eh bien, le pourquoi, c'est, tu peux le voir dans tous les rapports des Nations Unies, dans toutes les politiques internationales des pays développés. Tu peux le voir dans tous les rapports concernant les ventes d'armes, dans les rapports de CIPRI. C'est un institut à Stockholm qui fait des recherches sur qui publie des rapports sur les ventes d'armes de tous les pays à peu près. Là, tu peux voir un phénomène parallèle entre les pays où tu vends l'arme et les pays d'où tu reçois des migrants, comme par hasard. Parce que tu as vendu l'enfer, et maintenant tu veux qu'ils restent vivre dans une enfer. Donc, le passeur, ce n'est qu'une conséquence. C'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux en poser une autre. En fait, Gaza, c'est pas un peu vous, parce que vers la fin, il commence à écrire, non? Gaza, comme il n'arrive plus à communiquer avec les gens, il s'assied sur un banc, il attend que quelqu'un s'assied à côté de lui, dans la rue, et il a un petit journal intime, et là, il écrit bonjour. Et il attend que ce mot écrit à l'encre sur du papier soit entendu. Donc, juste dans ce moment-là, c'est vrai qu'on est un peu parents avec Gaza, c'est vrai. Ouais. On est d'une même famille. Oui. Qui est traducteur du livre? Parce que Jean Desca. Jean Desca, qui a aussi traduit d'un extrême l'autre, qui, à mon avis, a fait un travail incroyable, parce que j'ai fait aussi 1 an des études d'interprète français turc à Ankara, à l'université d'Ankara, donc je sais combien c'est dur de traduire un texte, surtout où il y a une histoire, et de trouver un style parallèle. Et je pense qu'il a vraiment trouvé ce style parallèle, parce que c'est recréer la même musique avec d'autres instruments, avec un autre instrument. Donc, en fait, vous jouez avec le violon un morceau qui a été écrit pour piano. Donc, et je crois qu'il a très bien fait. Donc, je le remercie. Parce que la traduction devient votre voix, en fait. Voilà, et c'est très important. Je peux peut-être préciser, c'est l'occasion, peut-être quelles sont, et puisque c'est Janan qui a posé cette question, oui. Elle pourra peut-être y répondre aussi, peut-être quelles sont les principales difficultés ou les écueils qu'on peut retrouver dans la route vers la traduction du turc au français? Je crois qu'il y a d'abord la volonté de connaître l'autre qui manque. Parce que nous avons une volonté incroyable de vivre et de connaître juste nos semblables. Donc on s'en fout complètement de ce qui se passe à l'extérieur, tant que c'est pas exotique et que ça ressemble pas à un zoo qu'on peut regarder d'une distance de sécurité. Donc d'abord il faut s'intéresser. Parce que comme je disais, entre l'œuvre et l'individu, il vous est possible de créer un lien solide et innocent et simple et efficace. Donc, pour créer un lien avec une autre culture, un autre pays, une des façons les plus efficaces, c'est la traduction. Parce que
si on revient à l'information qui vient jusqu'à chez toi juste pour te vendre une machine à laver ou bien une idéologie, eh bien, la première chose qu'on essaie de te vendre, c'est la peur. La peur est une marchandise qui doit être vendue pour que tu puisses après acheter tout ce qu'on te donne. Mais alors, d'abord, il faut que tu achètes la peur. Si d'abord tu achètes la peur, après tu deviens consommateur de tout ce qu'on te vend. De la cosmétique jusqu'à avion de guerre. Et donc, ces peurs-là, malheureusement, deviennent des murs entre des cultures. Des deux côtés, des Turcs et des Français, de l'Orient, de l'Occident, tout ce que tu peux imaginer. On a acheté beaucoup de peur jusqu'à aujourd'hui. On nous a vendu beaucoup de peur. Et maintenant, grâce à tous ces livres, on essaie de faire des trous dans ces murs de peur. Et on essaie de voir à travers. Et la traduction est un outil magique qui te fait des trous dans des murs. C'est un outil magique qui te fait voir l'autre côté du mur. D'où c'est indispensable. Et d'où je remercie toutes ces personnes, Janan, Jean Desca, qui donnent leur temps et leur énergie pour faire voir pour nous faire voir l'autre côté du mur. Parce qu'autrement, l'autre pour nous ne serait que ce qu'on va nous montrer dans le journal télévisé. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Ouais. Encore peut-être une question dans le public. Sinon, on peut peut-être conclure. Moi, je voudrais conclure en lisant encore un court paragraphe. D'accord. Parce qu'on a parlé de choses très sérieuses. Et c'est un bouquin dur, c'est sûr. Plein de violence, mais un bouquin aussi brillant ne pourrait pas l'être sans avoir de temps en temps des notes d'humour, et je crois qu'on a pu constater que tu n'en manquais pas, même si on n'a pas encore une fois parlé de choses très dures. Je voudrais terminer avec ce petit paragraphe. Oui. Je m'excuse. Oui. Concernant la dernière scène que tu m'as posée et que je n'ai pas répondu du tout, mais qui me revient maintenant. La réponse, oui, je l'ai complètement inventée. Oui. Repensez-y quand vous la lisez. Inventé comme ça. Et donc ici, c'est pas la dernière scène que tu réinventes, c'est carrément la naissance de l'homme. Vraiment, quand le singe, quand le primate devient homme. Alors quand le primate, qui est l'ancêtre de l'homme, s'était dressé pour la première fois sur ses deux jambes, il s'était cogné à une grosse branche d'arbre et avait subi un traumatisme cérébral qui, transmis par voie génétique d'une génération à l'autre, avait eu deux conséquences sur l'histoire de l'humanité. Pour commencer, une grande partie du cerveau était devenue inutilisable et l'homme, descendant de ce primate, avait dû se contenter d'utiliser le reste de son cerveau. La deuxième conséquence est que la peur de l'environnement suscitée par le contact brutal avec la branche constitue l'axe principal de la vie de l'homme. Bien sûr, tout aurait été différent si le primate avait continué à marcher à quatre pattes comme les autres animaux. Mais cette position l'exposait de plus en plus à être violée et il fut forcé de se redresser. Il n'empêche qu'avant de le faire, il aurait été bien avisé de jeter un regard au-dessus de lui. Quoi qu'il en soit, grâce à la négligence de notre ancêtre, nous naissons tous débiles et poltrons. Mais ce n'est pas notre faute. Et en un certain sens, on peut dire que nous avons beaucoup progressé. Nous avons fini par circonscrire cette peur qui fait partie intégrante de notre personne. Voilà. Merci. Merci beaucoup à Kan Gundai. C'est moi qui vous remercie. Et vraiment, encore une fois, j'espère que la rencontre de ce soir vous aura encouragé à commencer ce roman. Et je suis sûr à le terminer. Il est évidemment... Non, mais parce que... voilà. Et il est disponible à la bibliothèque, ici. Oui, moi je l'ai commandé il y a 2 mois à la librairie où je... Oui. J'achète des livres. Je l'ai reçu aujourd'hui. Il est là. Formidable. De la librairie. 2 mois au moins. Est-ce que tout le monde
Mais ne dites pas le nom du libraire alors, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que je pense que dans la plupart des librairies, on peut l'obtenir beaucoup plus vite que ça. Parce qu'on m'a dit qu'il était en réimpression. Ah, bon voilà, ça. Voilà.